Voilà. Encore une fois, j'aimerais vous remercier d'être présente ce matin. C'est vraiment un privilège que nous avons d'organiser ces petits déjeuners, mais sans vous, ce ne serait pas possible. Les petits déjeuners sont organisés par des femmes bénévoles rattachées à différentes églises et communautés d'Yverdon et des environs. Nous sommes indépendantes de toute église ou communauté. Pour recevoir nos invitations personnellement, merci d'écrire lisiblement vos coordonnées sur les cartes que votre hôtesse tient à votre disposition. Vous nous aidez aussi à diminuer nos frais si vous choisissez la voie électronique. Et au verso de cette même carte, vous avez la possibilité d'écrire votre ressenti et vos remarques par rapport à cette matinée. Et ce retour nous est toujours précieux. La conférence de ce matin sera enregistrée et vous pouvez la retrouver sur YouTube. Et votre hôtesse tient également à disposition des petites cartes avec un QR code qui vous permettra de l'écouter dans les prochains jours. Pour autant que cela soit possible, j'aimerais vous demander de mettre vos portables sous mode silencieux. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis ce matin, j'aimerais avoir un remerciement un petit peu particulier, mais pour chacune de nos hôtesses. Ce matin, on leur a demandé quelque chose de plus, pas seulement d'être là, pas seulement d'apporter un thermos, une poubelle de table, mais on leur a aussi demandé d'être participantes à la décoration. Et vraiment, j'aimerais vraiment chacune vous remercier pour votre implication dans ces petits déjeuners. Merci beaucoup. Karine, je t'invite à me rejoindre. Et nous avons convenu avec Karine de faire une présentation à deux. Je vais introduire Karine, et Karine, je te laisserai poursuivre. Karine est infirmière de formation. Aujourd'hui, elle est coach familiale indépendante, spécialisée dans l'accompagnement de familles dont l'un des membres, ou parfois plusieurs, ont un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Karine est mariée à Manuel et ils sont parents de 3 enfants. Il y aura encore plusieurs choses à dire sur Karine, mais je vais lui laisser le soin de le faire. Karine, je te laisse la parole. Bonjour à chacun, à chacune. Je suis très heureuse d'être parmi vous ce matin pour passer cette matinée ensemble. Je mets juste une montre parce que je parle beaucoup. Alors je vais essayer de respecter le temps qui m'est imparti. Donc là, vous voyez une photo de notre famille. C'est une amie en fait qui est illustratrice qui a fait les dessins du livre que j'ai écrit. Et puis en fait, elle est assez fidèle au vrai personnage. Alors, aujourd'hui, ce n'est pas aussi vivant, quoique, par certains moments, ça peut. Mais voilà, c'est une image qui parle beaucoup aux familles qui sont concernées par le trouble de l'attention, parce que souvent, un repas peut ressembler à ce que vous voyez là, avec peut-être encore 1 ou 2 personnes qui seront hors de la table. Alors, comme l'a dit Jacqueline, avec Manuel, nous avons 3 enfants. Ado, et puis notre dernière, Laetitia, elle a 8 ans. En tant que coach familial, donc je travaille comme indépendante à l'Étincelle Coaching que j'ai créé, où je travaille sur la côte. Et puis, je fais aussi partie des coachs de l'ASPEDA. Et pour ceux et celles d'entre vous qui, soit déjà maintenant, soit à l'issue de cette conférence, se posent des questions sur le trouble de l'attention, auraient envie d'aller plus loin, envie de rencontrer d'autres personnes qui sont concernées, cette association fait un travail magnifique en Suisse romande et ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil sur leur site. Alors moi, je fais partie des coachs
qui travaillent dans cette association. Et puis j'ai eu le privilège de pouvoir écrire 2 livres. Un livre qui s'appelle « Indispensable » avec d'autres autrices. C'est un livre chrétien où nous avons essayé de mieux comprendre ce que ça veut dire de rester calme et zen, et paisible et joyeuse comme la Bible nous y encourage dans un monde qui ne l'est pas. Donc on a essayé de décortiquer ça et de se dire en tant que femme, avec le quotidien qui est le nôtre actuellement, comment est-ce qu'on peut trouver et garder notre paix. Donc il est en vente à la librairie. Et puis j'ai écrit ce livre qui s'appelle « Parents d'enfants avec un TDAH, concrètement que faire ?», que je vends ce matin, et je remercie Tima, ma voisine qui est là, qui m'a accompagnée pour vendre ce livre à la sortie. Donc n'hésitez pas à aller lui rendre visite si vous êtes intéressés par acheter ce livre qui complète et va plus loin par rapport à des éléments que je vais apporter ce matin. Alors, en 1 heure de temps, on va faire à peu près 2 conférences. Je vais essayer de grouper 2 thématiques. L'une qui est de réfléchir à ce que c'est la parentalité aujourd'hui. Est-ce que c'est la même d'il y a 50 ans ? Qu'est-ce qui a changé ? Quels sont les défis que rencontrent les parents aujourd'hui ? Et je vais commencer par aborder cette thématique-là, et puis après, je vais bifurquer sur le TDAH, et je vais profiter de vous donner quelques éléments de compréhension sur ce trouble qui est malheureusement encore mal compris, et que des fois, ce qu'on comprend dans l'inconscient collectif n'est pas toujours adéquat. Donc je cherche toujours à ramener une définition scientifique de ce qu'est ce trouble, avec des exemples de ce qu'on vit en famille et de ce que je rencontre dans ma pratique professionnelle. Et je précise aussi qu'à la fin de cette conférence, je serai à votre disposition. S'il y a des questions qui surgissent, n'hésitez pas à venir les poser. Alors pour commencer, cette citation que j'aime énormément d'une dame qui s'appelle Marie Chétry, qui a écrit un livre qui s'appelle « L'éducation positive, question d'équilibre ». Elle dit « Le jeune parent du 3e millénaire est un parent qui culpabilise et pense ne jamais en faire assez. Il veut offrir le meilleur à son enfant, l'environnement affectif le plus sécurisant, le plus stimulant, le plus respectueux. » Alors je ne sais pas les plus jeunes parmi nous, si vous vous retrouvez dans cette citation, mais moi, quand je l'ai lue, je m'y suis vue. Vraiment ce désir de faire bien, de faire juste, de prendre en compte les besoins, les émotions de mes enfants, et puis aussi ce sentiment finalement que c'est jamais assez, et puis cette peur de ne pas faire bien. Donc ça, je vais le développer dans ces quelques minutes, c'est vraiment, et c'est ce que je rencontre dans ma pratique professionnelle, les parents ont énormément besoin d'être rassurés qu'ils font bien. Ils se posent énormément de questions. Et quand on est les uns avec les autres, je crois qu'une des choses qu'on peut faire, c'est de rassurer, de dire « oui, mais tu fais bien, mais ça, c'est bien ». Et puis cette notion de perfection qui est aussi souvent présente. Et même si dans nos têtes et dans nos raisonnements, on sait qu'aucun parent et aucune personne n'est parfaite, quelque part au fond de nous, on espère quand même toujours l'être un peu. Alors, il y a quelques jours, dans le 20 minutes, il y avait un article, donc ça date du 29 août, il y avait un article que j'ai trouvé très intéressant et qui reflète mon propos ce matin et la réalité des parents aujourd'hui, qui disait « Mères et pères dépassés, épuisés, le burn-out parental fait rage ». C'est une réalité, les parents sont épuisés. Moi, j'étais tellement reconnaissante pour cet article que j'ai trouvé qui était très bien écrit, qui était déculpabilisant, qui encourageait les parents à aller consulter, à trouver de l'aide, à trouver du repos, à trouver des réponses. L'article était excellent. Je me suis dit, chouette. Sauf qu'après, j'ai lu les commentaires. Et j'espère que les parents qui avaient besoin d'aide n'ont pas fait comme moi, qui se sont arrêtés à l'article et qui ont été chercher de l'aide. Les commentaires que je n'ai pas mis étaient beaucoup oui, mais maintenant les parents sont mous, nous de notre temps c'est autrement, il faut se secouer, il faut y aller, il faut arrêter. Je me suis dit, un parent qui vraiment a besoin d'aide, il lit l'article, il s'ouvre un petit peu, il se dit ah, ben, peut-être que je vais quand même aller demander de l'aide. S'il a le malheur de continuer de lire les commentaires,
eh bien, en fait, il repart avec une dose supplémentaire de culpabilité, il va s'enfermer et puis il ne va pas aller demander de l'aide. Et ça, c'est un petit peu le défi qui a été exemplifié de manière assez magnifique et désespérante il y a quelques jours dans les journaux. Alors aujourd'hui, on est des personnes de différents âges représentées, et c'est ce que j'aime beaucoup quand je parle de parentalité, parce qu'en fait, on a besoin de se comprendre les uns les autres. Et effectivement, la parentalité aujourd'hui n'est pas la même qu'à l'âge de mes parents. Il y a des choses qui ont changé. Je ne suis pas là pour dire c'est mieux, c'est pire. On n'est pas là pour mettre une échelle ou faire des comparaisons, mais on est là pour mettre des mots sur ce qui est différent et pourquoi. Et à vous, grands-parents, j'aimerais vous dire, vos enfants, vos petits-enfants ont besoin de vous. Et peut-être que il y a des choses que vous ne comprenez pas, qui peut-être n'ont pas de sens. Alors j'espère que mes quelques propos vont vous aider, vous amener à une meilleure compréhension. Mais vraiment, j'aimerais vous dire, votre rôle aujourd'hui, il est important. Et notamment avec ce qui se passe dans les familles qui sont souvent éclatées, les couples qui sont mis à mal. Il y a comme toute une structure de notre société qui s'effondre un petit peu, si j'ose le dire. On a besoin de vous. Prenez votre rôle à cœur. Et justement, là, je parlais tout à l'heure avec Jacqueline, alors je vais redire cet exemple. Alors, c'est peut-être pas un exemple de grand-maman, mais elle parlait comment, dans son village, pendant tout un certain nombre d'années, ils ont eu à cœur, avec plusieurs, de pouvoir offrir un espace pour que les mamans puissent laisser leurs enfants quelques heures, puis aller se boire un café. C'est un exemple magnifique de ce qu'on peut faire à notre niveau. Alors, pas tout le monde est à l'aise de garder des petits pendant longtemps, mais ça peut être de faire un repas, d'écrire une lettre, de dire un petit mot, de prier. Il y a tellement de choses différentes qu'on peut faire pour se soutenir les uns les autres. Alors même si maintenant je vais parler un petit peu plus aux plus jeunes, surtout venez avec, parce que finalement on est tous ensemble dans ce bateau de prendre soin de nos familles, de nos enfants, de nos petits-enfants, où qu'on en soit aujourd'hui. Et puis, si vous êtes célibataire, si vous n'avez pas d'enfants, on a aussi besoin de vous. Parce qu'en fait, on a vraiment tous besoin les uns des autres. Moi, j'ai une amie qui n'a pas d'enfants, et puis en fait, c'est cette amie que tout d'un coup, elle est un petit peu plus flexible. Et quand j'ai besoin de boire un café, c'est peut-être plus facile avec elle de l'organiser qu'avec quelqu'un d'autre. On a tous des avantages et peut-être des inconvénients, mais j'aimerais le répéter, quel que soit votre statut, on a tous besoin les uns des autres, et moi je crois qu'il y a quelque chose pour vous ce matin. Alors ces 3 points que j'aimerais aborder sur la différence de la parentalité aujourd'hui sont d'une part l'évolution des rôles des genres et le regard que l'on porte sur l'enfant. Ensuite, il y a la question du droit de l'enfant, des sciences psychologiques, et puis bien sûr, le point sur lequel on pourrait échanger un long moment, les écrans. Alors ça va être vraiment un aperçu rapide, mais qui vaut quand même la peine. À l'époque de mes grands-parents, les enfants y venaient. Des fois quand on pensait, des fois quand on ne pensait pas. Puis on les prenait avec. C'était les enfants, ça faisait partie de la vie, et puis ils suivaient le rythme. On n'était pas dans l'idée de penser à leurs besoins, enfin si, d'une manière, mais d'une manière. Les enfants venaient avec, ce n'était pas un choix, ça faisait partie de la vie. On se mariait, on avait des enfants, on travaillait, ils allaient à l'école et puis ils menaient leur vie. C'est raccourci, je suis bien consciente. Mais en fait, avec les années 60, l'avènement de la contraception, les femmes qui ont commencé à travailler, donc là, de nouveau, je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien. Je suis en train d'exprimer des faits historiques. Donc il ne faut pas déformer mes propos. On a tous des situations, des valeurs, des convictions qui peuvent être différentes, mais là, mon propos, c'est d'exprimer une réalité historique. Et avec cet avènement de la contraception, en fait, le regard porté sur l'enfant a changé. L'enfant, il est devenu un choix. Parce que maintenant, quand on se marie, on se dit « Tu veux combien d'enfants ?» Alors, probablement qu'on se le disait aussi des fois à l'époque, mais le contrôle était un peu moins grand et puis le regard était différent. Aujourd'hui, on choisit combien d'enfants on veut,
On choisit quand on les fait, à quel moment. Et puis, quand on a un enfant, vu que c'est un choix, entre guillemets, on veut que ce choix, il ait du succès. On veut que ça se passe bien. Puis, comme en plus, souvent, on en a moins, du coup, on mise tout sur notre enfant. Puis, il y a toute une partie qui est absolument magnifique, en fait. Et puis, ça, je vais y revenir avec l'avènement des neurosciences, avec tout ce qu'on comprend mieux sur les émotions, sur le cerveau, sur le développement. C'est super. Mais en même temps, ça peut mettre une grande pression sur l'enfant. Et puis, ça peut amener des fois un déséquilibre dans le couple et dans la famille parce que nos choix sont faits en fonction de l'enfant. Et puis, c'est juste jusqu'à un certain point. Mais il ne faut pas que le parent se perde dans l'histoire. Il y a un équilibre à retrouver. Puis, à l'époque de mes grands-parents, les rôles étaient clairs. Ils étaient ce qu'ils étaient. De nouveau, je ne suis pas pour dire c'est bien, c'est pas bien. Mais si vous voulez, le rôle était clair. Une femme, quand elle se mariait, elle savait qu'a priori, elle allait prendre soin de sa famille, prendre soin des enfants, et puis que le mari, il allait aller à l'extérieur de la famille, et que c'était lui qui était responsable de pourvoir financièrement aux besoins de la famille. Si vous aviez des rôles qui étaient structurés. Ça veut dire que c'était clair quelle était la place de la femme et c'était clair quelle était la place de l'homme, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais il y avait une structure. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que l'homme, on attend toujours qu'il pourvoie. L'homme, il travaille, mais en même temps, quand il rentre à la maison, on attend qu'il s'occupe des enfants. Puis la femme, elle continue de s'occuper des enfants, mais elle a aussi envie de travailler. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si avant, il y avait un genre, un travail, un genre, un travail. Maintenant, il y a un genre, deux travaux, un genre, deux travaux. Vous voyez ce que je veux dire? L'homme, il doit prendre soin de sa famille, de ses enfants. On attend qu'il passe du temps de qualité avec ses enfants, qu'il aide au ménage et tout ça. Et en même temps, on attend qu'il pourvoie. Et la femme, pareil. Et du coup, ça génère un stress. Et puis, comme les limites ne sont pas toujours claires de qui fait quoi, ça peut amener un petit peu de piment dans la communication de couple, voire de frustration, parce qu'en fait, on s'attendait que l'autre fasse ça, mais que finalement, c'est nous. Voilà. Alors, ça existait déjà avant, mais je pense qu'avec le fait que chacun fait un peu tout maintenant à des degrés différents, ça augmente le stress. Pourquoi les parents sont stressés aujourd'hui? C'en est une des raisons. Et puis, il y a aussi le fait qu'actuellement, la conjoncture économique, elle n'est pas simple. Donc, cette notion de travail, elle prend encore plus d'importance. Alors, ce qu'on peut faire, une fois qu'on réalise ça, c'est de prévoir un temps en couple pour répartir les différentes tâches. Alors, je vous le dis, ce n'est pas qu'on le fait toutes les 2 semaines avec mon mari, donc je me le dis à moi aussi au passage, mais ça vaut la peine à un moment donné, quand il y a justement, on sent qu'il y a ces tensions, des attentes qui ne sont peut-être pas remplies, de se dire, ok, assoyons-nous, qui fait quoi? Et puis quand on décide quelque chose, ça ne veut pas dire que c'est pour toujours, ça peut être pour 6 mois, puis après, on réajuste. Quelles sont les forces des uns et des autres? Voilà, donc ça, c'est une chose qu'on peut mettre en place dans le couple une fois qu'on le sait, de se dire, ok, comment est-ce qu'on ajuste? Quelle part prend chacun? Et puis l'idée, c'est que chacun, après la discussion, puisse être en paix et satisfait de la part qui lui est attribuée, idéalement. Donc ça, c'est le premier point, si vous voulez, ce regard sur l'enfant, mais aussi sur l'homme et la femme et ces rôles qui changent. Et puis, depuis les années... alors, déjà, il y a eu la Convention internationale des droits de l'enfant qui s'est développée. Donc ça a commencé à la fin de la Première Guerre mondiale. Ça a été signé après la Deuxième Guerre mondiale. La Suisse l'a ratifié en 1989, si je ne me trompe pas. Si vous voulez, avec les guerres qu'il y a eu, il y a une prise de conscience qu'on doit prendre soin des enfants, qu'ils aient un abri, qu'ils soient protégés, qu'ils puissent avoir une éducation. Les enfants sont des êtres à part entière qui ont besoin d'être protégés. Mais ce qui a changé avec
la Convention des droits de l'enfant, c'est que l'enfant a des droits, mais du coup, les parents ont des devoirs. Et puis, comme l'État ratifie la Convention, si vous voulez, la famille n'est plus seulement une entité, voilà, il y a ce qui se passe derrière la maison, puis ça nous appartient. L'État a signé quelque chose. Donc, comme l'État a signé, l'État doit vérifier que ça se passe. Et donc, ça veut dire que tout ce qui est question à la famille, il y a les parents, il y a les enfants, et quelque part, il y a aussi l'État qui est là pour s'assurer que ce qu'ils ont signé, c'est bon. Et ça peut aussi être un facteur de stress. Alors, il y a tout un côté positif, de nouveau, parce qu'on veut prendre soin des enfants et on veut qu'ils puissent se développer et puis être en paix. Mais c'est une chose qui s'est rajoutée et de laquelle on doit tenir compte aujourd'hui. Et puis, parallèlement, il y a toutes les sciences psychologiques qui se sont développées. Donc, on a tous entendu parler de Françoise Dolto, Maria Montessori, toute une pédagogie qui a été développée. Et puis, c'est absolument génial. Mais si je reviens à mon grand-papa, si je lui avais posé à l'époque la question de lui dire « Mais toi, c'est quoi tes besoins ? De quoi tu as besoin ?» Il m'aurait souri. Lui, il me disait « On se reposera quand on sera au ciel. » C'était un homme extraordinaire que j'aimais profondément. Mais c'est pour vous dire, en fait, à l'époque, et puis voilà, moi, mes grands-parents, ils ont vécu la guerre, l'après-guerre, fallait y aller, fallait travailler, fallait reconstruire le pays. Et là, petit aparté, cette force de travail qu'ils avaient, moi, j'aimerais bien qu'on la retrouve aujourd'hui, parenthèse fermée. Mais à l'époque, de quelque part s'auto-évaluer, de dire, mais en fait, qu'est-ce que je ressens, quelles sont mes émotions, quel est mon besoin, où sont mes limites, ça, c'était du chinois pour eux. Et donc, l'avènement de ces sciences psychologiques, tout le développement, nous a permis aussi de mieux nous comprendre, de mieux comprendre ce que sont les émotions, comment mettre des limites, qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau, comprendre le développement des enfants, des familles, et tout ça, c'est très bien. Et puis, tout ça, ça a amené à ce qu'on appelle la parentalité aussi positive, qui va dans l'idée de prendre soin et respecter l'enfant dans ses droits. Alors, je n'avais pas le temps ce matin, je n'ai pas mis les définitions de ce que c'est la parentalité positive, mais en vrai, c'est qu'on veut prendre soin des émotions, des besoins, être attentif, donner la sécurité à nos enfants. Et quand on lit la définition, il n'y en a pas un de vous qui sera contre. Parce que je crois que c'est le rêve de chacun. On veut tous ça. Le défi, c'est qu'elle n'est pas toujours enseignée de la meilleure des façons. Et puis, avec ça, le fait qu'on veut tellement prendre soin de l'enfant, des fois, les parents ne savent plus est-ce qu'ils peuvent mettre des conséquences. Est-ce qu'ils ont le droit de punir? Est-ce que si je fais ça, ça veut dire que je suis violent envers mon enfant et que du coup, je suis un mauvais parent et que je peux avoir l'État sur mon dos si je vais plus loin que je reprends ce que j'ai dit? Et la plupart du temps, c'est un stress qui est un peu inconscient. Mais moi, j'ai des familles en coaching où, en fait, des fois, ça m'est arrivé, c'est un seul coaching. Parce qu'en fait, les parents, ils ont besoin qu'on puisse leur dire « Oui, vous avez le droit de mettre des limites. Oui, vous avez le droit de mettre des conséquences. » Et en fait, tout d'un coup, ça les détend. Parce qu'ils se disent « Ah, je peux faire ça, je ne passe pas dans le parent violent. » Mais voilà, il y a tout, et je vais y revenir, il y a tout ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qui vient sur Instagram, qui fait que ça alimente un petit peu cette culpabilité. Puis en fait, on voit tout le temps, en tout cas moi, peut-être c'est parce que je suis coach, mais je ne crois pas que, toujours ces posts qui viennent sur les réseaux qui disent la meilleure manière de ne pas crier sur mon enfant, les 5 phrases qu'il ne faut absolument pas dire à mon enfant, comment j'ai arrêté de crier sur mon enfant. Et en fait, le parent, il entend ça constamment. C'est pas facile à gérer. Alors, il y en a, ça leur passe comme ça, et puis ils font ce qu'ils veulent et ce qu'ils pensent être bon.
Et puis, il y en a pour d'autres, ça amène plein de questions, mais qui fait qu'au final, ils ont de la peine à être cohérents et consistants envers leur enfant, puis ça rend les choses un petit peu compliquées. Et donc, la parentalité positive ne veut pas dire qu'on ne met pas de conséquences. La différence qu'ils font, c'est que quand un enfant va dépasser une limite et qu'il y aura une conséquence, on devrait la lui présenter à l'avance, c'est-à-dire qu'il sait ce qui va se passer. Et puis, que c'est quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une fessée, par exemple. Mais il y a plein de choses qui peuvent être faites. Et puis, là, je fais juste un petit aparté. Lorsqu'on a un enfant avec un TDAH, il faut prendre les choses d'une manière complètement différente, parce que souvent, les punitions ne marchent pas, et c'est décrit dans la littérature. Et avec ces enfants-là, ce qu'il faut, c'est prendre les choses complètement à l'envers. Et puis, quand tout d'un coup, l'enfant fait ce qu'on attend de lui, et là, on le récompense. Et ça, c'est extrêmement difficile, parce qu'en fait, c'est des enfants qui souvent ont des comportements difficiles. Puis quand enfin ils font le comportement qui est attendu, qu'en fait on se dit c'est normal, enfin tu fais ça, on ne dit rien. Parce qu'enfin il fait ce qu'on attend. Mais en fait c'est là que l'enfant a besoin d'être validé, d'être renforcé. C'est vraiment comme un changement de paradigme que les parents doivent faire et qu'on a dû faire en tant que parents, mais qui vaut tellement la peine. Mais de nouveau, ça ne veut pas dire ne pas mettre un cadre, ça ne veut pas dire ne pas mettre des limites, mais de le faire dans un certain contexte. Et puis, ça doit aussi tenir compte des ressources des parents. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais un peu plus jeune, et c'était un petit peu plus compliqué avec mes enfants, j'ai plusieurs fois frisé le burn-out parental. En tout cas, j'ai été plusieurs fois très épuisée en tant que maman. Et j'étais avec une amie qui créait un cours pour les enfants, qui s'appelle « Comprendre mon enfant », qui est un cours très bien. Et puis, je l'ai accompagnée pour développer le contenu de ce cours. Et en fait, tout était fixé sur l'enfant. Puis plusieurs fois, j'ai dit, mais ok, on veut que tout le temps l'enfant soit bien, on veut tout le temps écouter l'enfant, on veut tout le temps faire avec l'enfant. Je dis, mais à un moment donné, le parent, s'il est épuisé, il ne peut pas. Et donc, c'est vraiment trouver cet équilibre, qu'il y ait le besoin de l'enfant qui soit pris en compte, mais le besoin des parents, il n'est pas oublié. Alors, c'est de la théorie tout ça, Dans la réalité, c'est compliqué, mais c'est tellement important. Et pour moi, dans ma pratique professionnelle, c'est la première chose que je vais vérifier quand un parent vient vers moi. Parce qu'un parent qui est épuisé, on ne peut pas lui demander la même chose qu'un parent qui est en pleine énergie. Sinon, ça ne va pas. Donc, en fait, la parentalité positive, telle qu'elle est décrite, la plupart du temps, c'est un peu impossible. Mes amis coachs pourront dire s'ils sont d'accord ou pas. C'est un idéal. Mais si on se dit que c'est ça qu'on doit atteindre à tout prix, ça risque d'être compliqué. Par contre, ce que je vous propose, c'est de l'avoir plutôt comme un phare, c'est-à-dire là où on aimerait tendre. C'est ça qui nous habite et qui nous motive, mais ce n'est pas une pression qu'on va se mettre d'attendre à tout prix. Parce que oui, ça m'arrive de crier, ça m'arrive de me tromper, ça m'arrive que des fois, les besoins de mes enfants, je ne les entends plus, parce que je suis un être humain. Tout simplement. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise maman ? Rassurez-moi, s'il vous plaît. Je ne crois pas, parce qu'en vrai, ça nous arrive à tous, soyons honnêtes. On a tous des moments où on n'en peut plus, puis on fait ce qu'on ne voudrait pas faire. Mais est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas dans la parentalité positive ? Est-ce que ça veut dire qu'on est des mauvais parents ? Non, ça veut dire qu'on est des humains. Puis même, je vais plus loin. Le jour où tout d'un coup je suis fatiguée, puis que je crie sur mes enfants, puis que je dis quelque chose que tout le jour au coaching je dis qu'il ne faut pas faire, mais que je le fais, là j'ai le choix aussi de comment je vais gérer ça avec mes enfants. Est-ce que je voudrais que mes enfants ils voient qu'ils ont une maman parfaite ? Ça va leur mettre une sacrée pression. Par contre, s'ils voient qu'à un moment donné j'ai un débordement, mais qu'après je vais m'excuser, qu'après je vais discuter avec eux, que je vais leur dire, tu vois, là, j'aimerais essayer de faire autrement la prochaine fois. Est-ce que ça peut leur enseigner quelque chose ? Ça ne dit pas que j'ai eu raison de le faire. Mais en fait, là, ce qu'ils apprennent, c'est des débordements, on en aura tous, mais on peut en faire quelque chose. Alors, on ne va pas chercher à avoir des débordements, mais pour moi,
ça peut arriver, ça arrive dans toutes les bonnes familles. Et puis, il n'y a pas besoin non plus que ça remette en question toute notre parentalité. Alors, les écrans, c'est la problématique actuellement. Ça touche toutes les familles. Et ce qui est compliqué, c'est que comme ça se développe en même temps que nous, en tant que parents, on n'a pas de recul. Parce qu'en fait, on est touché en même temps que nos enfants. Donc, on ne peut pas avoir déjà tout plein d'expériences pour l'apporter à nos enfants. On doit gérer notre propre consommation. Parce que souvent, on parle des écrans chez les enfants, mais soyons honnêtes, comment c'est chez nous? Moi, je sais que c'est compliqué. On doit apprendre à se gérer nous et en même temps gérer les enfants. Moi, j'ai l'impression que les écrans, c'est peut-être le plus grand facteur de tension dans les familles actuellement. Ça, c'est la réalité. Alors, on ne va pas parler des écrans ce matin, parce que ce n'est pas le propos, mais par rapport à la parentalité, ça joue aussi. C'est-à-dire qu'en tant que parents, on est sur les écrans. Et du coup, il y a des choses qui nous viennent. Comment on gère et comment le temps qu'on passe sur les écrans, ce qu'on y lit, ce qu'on y voit, comment ça impacte notre parentalité. Par exemple, moi, ça m'est arrivé d'avoir, par exemple, un week-end tranquille à la maison, chill, on n'a rien fait. Voilà, c'est un super week-end, je suis en fait assez satisfaite de mon week-end. C'est dimanche après-midi, je prends mon téléphone, je scrolle Instagram, et puis tout d'un coup, je vois que telle famille poste une super photo d'une magnifique rando qu'ils ont fait, ou bien qu'ils sont allés là, et puis leur enfant qui a gagné un concours de sport. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas chez vous, mais chez moi, il y a les petits vélos qui se mettent en route, et je me dis, ah ouais, on aurait dû faire ça, mais alors comment? Et puis en fait, si je regarde, 5 minutes avant que je regarde mon Instagram, j'étais bien, j'étais heureuse. Ma famille aussi. 5 minutes après, je suis stressée. Puis l'idéal, c'est que je garde mon stress pour moi. Mais la réalité, c'est qu'après, ça peut aussi déborder sur le reste de la famille. Parce qu'en fait, ça me monte en stress. Puis après, je commence à dire à mon mari, oui, alors il faudrait qu'on fasse ça. Voilà, ça, je crois que ce n'est pas que chez moi. Mais il y a cet impact des réseaux qui est là et qui amène justement des fois de la comparaison, qui peut alimenter une culpabilité, qui peut faire naître des exigences qui ne sont peut-être pas adaptées à notre saison, à notre famille, à nos enfants actuellement. Et c'est quelque chose avec lequel on vit au quotidien et qu'on doit gérer. Et donc ça, c'est des questions à se poser en fait. Est-ce que ma consommation de réseau, quelle qu'elle soit d'écran, est-ce qu'elle impacte ou non ma parentalité? Est-ce qu'elle impacte les exigences que je peux après fixer sur moi, sur peut-être aussi le ménage, ma maison qui doit être parfaite, ça peut être plein de choses. Est-ce que ça impacte après les décisions que je prends pour mon couple, pour ma famille, pour mes enfants? Ça peut aussi être positif, c'est pas que négatif, mais là je mets un peu le focus sur, voilà, on ne veut pas que ça rajoute un stress qui n'a pas besoin d'être là. Et puis ça peut aussi impacter le jugement que je porte sur les autres. Parce que tout d'un coup, je suis nourrie de certaines choses, puis après, je vois une autre famille, un autre enfant, un autre couple, et puis ça colorie un petit peu le regard que je vais mettre et les paroles que je vais peut-être dire. Et ça, c'est dommage. Voilà, donc je nous propose d'être attentifs à ça, et puis de réajuster, d'essayer. Je pose mon écran, et si je vois qu'il y a le stress qui monte, j'arrête. Je suis toute seule ou il y en a aussi qui sont comme moi? Donc voilà, ça c'est un petit peu les points qui sont très concrets aujourd'hui par rapport à la parentalité actuelle. Ce sont les points sur lesquels je parle tous les jours avec les familles que je rencontre. C'est une réalité. Et je crois que c'est une réalité justement quand on revient à cette différence de génération. Ça, c'est les points de ce qui a changé par rapport à avant. Et que c'est bien de pouvoir comprendre. De nouveau, on peut avoir des opinions différentes, des valeurs différentes. Il y a certaines choses qui sont mieux, d'autres qui sont moins bien. Mais voilà, on doit trouver des solutions et on doit vivre avec. Maintenant, j'aimerais passer à l'autre aspect de la conférence qui est le TDAH. Donc là, vous voyez une vraie photo de ma famille.
Elle était jolie, la photo. Hein? C'est joli. Ça, c'est une photo Instagram. Mais derrière, c'est comment? C'est ça qu'on a souvent de la peine à parler. Et moi, j'ai plusieurs fois été surprise dans ma pratique de personnes que j'imaginais d'une certaine manière et que tout d'un coup, ils viennent dans le bureau et qui commencent à parler de ce qui se passe vraiment. Puis on n'a pas idée. Souvent, on n'a pas idée de ce qui se passe derrière les portes des uns et des autres parce qu'on n'aime pas parler de ce qui ne va pas. Et pourtant, moi, j'appelle ça la puissance du moi aussi. Et j'ai vécu ça il y a quelques années. En fait, un des premiers cours que j'ai écrit, c'était un cours sur le contrôle. Parce qu'en fait, dans notre couple, quand on s'est mariés, j'ai vite réalisé que j'avais un petit souci avec le contrôle. Et j'ai pu vivre toutes sortes de choses pour m'en dégager. Et en fait, la première fois que j'ai osé en parler ouvertement, que j'avais un souci avec le contrôle, tout d'un coup, il y a d'autres personnes qui m'ont dit « Ah, mais moi aussi ». Et ça fait du bien, parce que quand tout d'un coup, il y a quelqu'un qui dit « moi aussi », ça enlève la honte. Je suis plus seule. Et c'est comme ça pour toutes sortes de choses. Il y a tellement de ces situations dont on n'ose pas parler, mais pourtant, si on osait en parler, on en aurait plein de ces « moi aussi ». Et ça fait tomber la honte. Et puis, est-ce que le fait que je dis que j'avais un souci du contrôle, ça diminue ma valeur ? J'espère que non. On a tous des qualités et on a tous des défauts. C'est la réalité, c'est l'être humain. On n'a pas les mêmes défauts, on n'a pas les mêmes qualités. Mais est-ce que ça diminue notre valeur ? Non. Et ça, c'est peut-être notre défi, que ce soit dans nos couples ou même avec nos enfants, d'oser dire plus aussi ce qui nous habite et puis ce qui est difficile. Et c'est ce qu'on a choisi de faire dans le livre qu'on a écrit, de parler aussi de ces zones d'ombre. Parce qu'on s'est dit avec mon mari, c'est ça qui touche les gens, quand ils voient qu'on a vécu la même chose. C'est ça qui aide, c'est ça qui restaure l'espoir. Parce qu'en fait, on est tous dans la boue à un moment donné et à un autre. Et on a besoin de rencontrer des gens qui sont dans la boue avec nous. Alors, je vais vous partager quelques éléments de notre famille, mais je ne vais pas tout vous dire parce qu'en même temps, je vais vous poser des questions. Normalement, quand je suis en formation, c'est un petit quiz que je fais. L'idée, c'est vraiment de vous mettre un petit peu en mouvement dans votre réflexion pour vous dire, est-ce qu'en fait, je connais la réponse ou pas ? Alors, je vais tout de suite donner les réponses aujourd'hui parce qu'on n'a pas tout à fait le temps, mais je veux quand même poser la question pour que vous puissiez vous dire, ah tiens, j'en suis où par rapport à ça ? Est-ce que je le sais ou est-ce que je ne le sais pas ? Alors ça, c'est une chose qu'on dit tout le temps. Les personnes avec un TDAH sont hyperactives. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? En tout cas, l'image vous donne un bel indice. Voilà. C'est oui, mais pas que. Et puis, il peut y avoir un profil qui n'est pas hyperactif. C'est-à-dire qu'un enfant dont la lune est plutôt long ne peut pas avoir un TDAH. Vrai ou faux ? Ben en fait, ça se pourrait que cet enfant a aussi un TDAH. Et là, je profite pour dire, c'est souvent décrit plutôt comme le profil des filles. Parce que si je vous parle TDAH ou hyperactivité, la première image qui vous vient, c'est laquelle ? Ce sera un garçon qui court partout. Juste ? Voilà. Ça, c'est le cliché. C'est juste, hein, c'est pas faux. Mais c'est pas que ça. Et c'est ça qu'on découvre ces dernières années, c'est que le TDAH, c'est bien plus que juste courir partout, parce que c'est assez épuisant. Et beaucoup de filles sont passées un peu sous le radar, parce que la manière dont elles expriment les symptômes du TDAH sont différentes. Et actuellement, vous avez une recrudescence de diagnostics chez les femmes adultes sur le TDAH. Je vais y revenir. Donc voilà, le TDAH ne se manifeste souvent pas de la même manière chez les filles que chez les garçons. Chez les garçons, de manière générale, ce sera plus un profil bougillon, n'arrive pas à se concentrer, sort de sa chaise. Et puis chez la fille, ce sera plus justement ce côté qui est dans la lune, qui met plus de temps à faire les choses. Voilà, je résume. La vraie définition, c'est celle-là. En fait, quand on pose un diagnostic de TDAH,
Et je précise qu'un diagnostic de TDAH est posé par un médecin. Un psychologue ne peut pas poser un diagnostic de TDAH. Un psychologue peut faire des tests qui vont servir au diagnostic. Mais le diagnostic est posé par un pédiatre, un pédopsychiatre, un psychiatre. Ça doit être validé médicalement. Dans le cabinet où je travaille, il y a une psychologue qui fait un stage. Elle a fini son master cet été, je crois. Et hier, je parlais avec elle. Elle me dit, dans nos cours, on n'a pas de cours sur le TDAH. Je vais m'abstenir de commentaires. Mais ça, c'est une réalité, en fait. Et là, je parlais avec madame tout à l'heure qui est pédiatre et qui disait, à l'époque, on n'avait pas de formation. Et donc, la réalité des gens qui font un diagnostic aujourd'hui de TDAH, c'est qu'il y a des médecins, psychologues qui se sont formés sur le TDAH et il y en a d'autres, en fait, qui n'ont pas eu la formation et qui, du coup, ne connaissent pas bien ce diagnostic. Et ça, c'est un vrai défi pour les familles, quand elles décident de faire un diagnostic, de tomber sur la bonne personne qui pourra avoir cette finesse dans les diagnostics différentiels. Donc, quand on va poser un diagnostic, on va aller chercher 3 groupes de symptômes. Donc ça, c'est ce qui est défini par le DSM-5, qui est le manuel de définition des diagnostics en santé mentale. Et on va chercher des symptômes dans l'inattention. Donc, comme vous pouvez lire, donc c'est des fautes d'étourderie, difficulté à soutenir l'attention. Souvent, quand on parle avec les profs, ils vont nous dire « Ah oui, je vois qu'il arrive à se concentrer pendant 10 minutes, pendant 20 minutes. » Voilà. Ne semble pas écouter, perd souvent les choses et a de la peine à se mettre à la tâche. Et là, j'aimerais appuyer sur ce point-là parce que c'est souvent ce qui fait que des gens sont définis comme flemmards. Et en fait, cette notion de « je dois faire quelque chose », par exemple, je dois aller ranger ma chambre. Par définition, personne ne veut le faire. Il y a quelques exceptions que je ne comprends pas, mais par définition, voilà, ranger la chambre, ça demande pour tout le monde un effort. Il faut se décider qu'on va y aller. Mais en fait, chez les personnes avec un TDAH, ça utilise ce qu'on appelle des fonctions exécutives dans le cerveau. Et chez ces personnes-là, cette notion de se dire « je vais commencer à faire ce travail », ça peut être extrêmement compliqué. Et ce n'est pas toujours de la flemme, en fait. C'est qu'ils ont un défi supplémentaire pour pouvoir le faire. Donc, on va aller chercher ces symptômes-là. Ensuite, il y a les symptômes d'impulsivité et d'hyperactivité. Donc, voilà, le bougillon. Et puis, l'impulsivité, c'est interrompt les autres. On n'arrive jamais à finir une phrase. N'arrive pas à attendre son tour. L'autre jour, j'étais avec quelqu'un qui parlait que son mari, quand il arrive à la queue d'une caisse au supermarché, si la queue est trop longue, il repart. Parce que c'est trop long. Cette impulsivité, elle peut vraiment prendre... C'est comme quelque chose de physique, c'est insupportable. Et puis des gens qui n'arrivent pas à s'arrêter de parler. Parce que l'hyperactivité, souvent, on la décrit comme physique, mais elle n'est pas que physique. Elle peut être cognitive. Et ça, je le vois aussi très souvent. Ça ne s'arrête jamais dans la tête et ça peut être une grande souffrance, autant pour les enfants que pour les adultes. Et puis, il y a l'hyperactivité verbale aussi. Et donc, le diagnostic du TDAH, il peut être soit dans l'inattention, c'est-à-dire que vous aurez que l'inattention et pas tout ce qui est de l'hyperactivité et de l'impulsivité, ou il peut être l'impulsivité et l'hyperactivité, mais pas l'inattention. Et puis après, vous avez la forme mixte qui regroupe tout, celle que nous, on a dans la famille, parce que voilà, autant faire les choses comme il faut. Voilà. Maintenant, quand vous voyez ces symptômes, la plupart d'entre vous, vous n'avez pas de TDAH. Maintenant, je suis sûre que ça vous est tous arrivé d'oublier vos clés, ou bien d'avoir une fois de la peine à se concentrer. Ça arrive à tout le monde. Maintenant, comment est-ce qu'on peut définir que ça, c'est un diagnostic, vu que ça nous arrive à tous? Parce qu'on entend souvent dans la presse, on diagnostique trop, on dit que c'est un TDAH, mais ça n'en est pas un. Qu'est-ce qui fait que ça va devenir un diagnostic alors que ça nous arrive à tous? Et c'est ça le défi du médecin. C'est d'aller naviguer là-dedans. Et une des choses qu'on va rechercher, c'est que déjà, alors chez les enfants, on dit présent depuis plus de 6 mois. Chez les adultes, si vous êtes adulte et que vous allez faire un diagnostic, le médecin va vous dire « amenez vos carnets scolaires ». Parce que chez l'adulte, on va aller chercher que ces symptômes,
il traverse, si vous voulez, toute la vie. Parce que le TDAH est un trouble du neurodéveloppement, donc c'est quelque chose qui doit être présent dès la naissance. Donc le médecin doit faire son enquête. Il y a un psychiatre qui il dit, mais c'est comme mener une enquête pour aller trouver ces symptômes tout au long de la vie. Parce qu'une dépression, un choc émotionnel, un traumatisme, un manque de sommeil accru, il y a différentes choses qui pourraient donner ces symptômes. C'est pour ça que pour pouvoir exclure ça, on doit avoir ce continuum. Et puis voilà, il y a une intensité, en fait, une fréquence. Est-ce que ça arrive tous les jours ou est-ce que c'est une fois tous les 6 mois? Et je peux vous dire, les familles, c'est tous les jours. Et c'est fatigant. Et puis, ce qu'on cherche aussi, c'est que ça se passe dans 2 situations au moins. C'est-à-dire qu'on va chercher que les symptômes sont présents à la maison, à l'école, au club de basket, à l'église. Parce que si ça se présente dans plusieurs environnements, ça exclut l'environnement. Vous voyez? Donc c'est tout ça, toutes ces choses-là qui vont permettre à un moment donné à un médecin de pouvoir dire c'est un TDAH ou pas. Et puis ce qu'on recherche aussi, c'est que ces symptômes-là, ils amènent une souffrance, ça perturbe le fonctionnement. Il y a un impact dans la vie fonctionnelle de tous les jours. Et ça, c'est ce qui se développe actuellement chez l'adulte, parce que pendant longtemps, on pensait que ça touchait que les enfants et que ça disparaissait par miracle quand l'enfant fêtait son 18e anniversaire. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et jusqu'à maintenant, on croit encore que ça se termine à 65 ans. C'est vrai, je suis en train d'écrire un livre là-dessus. Il n'y a aucune recherche quasi encore sur la personne âgée. Et en fait, une personne âgée qui est diagnostiquée pour un TDAH, de base, les assurances ne remboursent pas, parce qu'il n'y a pas à 65 ans. Alors, c'est vrai, il y en a certains des enfants qui ont des symptômes que ça diminue à l'âge adulte, ou que ça s'en va. C'est une réalité. C'est la réalité que tous les parents espèrent. Mais pour 60% au moins des enfants, les symptômes perdurent à l'âge adulte. Et ça veut dire apprendre à vivre avec. Et c'est pas simple. Voilà, donc j'ai déjà pris de l'avance. Voilà, ça c'est moi. Parce que dans mon livre, je parle de mon propre TDAH. Parce que ce qui s'est passé, c'est que quand mon fils, on a dû pour la première fois remplir un questionnaire, parce que quand on fait un diagnostic pour un TDAH, chez les enfants souvent, enfin normalement, à l'école, les enseignants vont remplir un questionnaire, les parents individuellement. Donc le papa, la maman, sans se concerter, doivent remplir un questionnaire. C'est là qu'on va voir justement ces différents environnements. Et puis, j'étais là en train de remplir le questionnaire pour mon fils, et notamment dans la case impulsivité, en même temps que je cochais chez lui « oui, oui, oui », je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas que lui que je pourrais dire « oui, oui, oui ». Et ce moment a été un peu un moment de révélation pour moi, qu'en fait, j'étais sûrement concernée par le même trouble que mon fils. Et je fais partie de ces femmes adultes qui ont fait un diagnostic de TDAH. Et qui prend de la Ritaline aujourd'hui. Et je fais exprès de le dire. Parce que c'est un médicament qui fait peur, mais déjà chez mes enfants qui prennent de la Ritaline, je pèse mes mots, ça leur a sauvé leur vie. Et moi, ça me permet de fonctionner comme je n'avais jamais pu fonctionner avant. On peut dire plein de choses sur ce médicament, et encore une fois, il faut qu'il y ait un diagnostic, il doit être prescrit par un médecin, qui va surveiller, qui va vérifier le bon dosage, les effets secondaires. Voilà, c'est pas du Panadol. Mais quand il est administré de la bonne façon, suite à un bon diagnostic, suivi par un médecin, c'est un médicament qui est nécessaire pour beaucoup de familles, pour beaucoup d'enfants, pour des parents, pour qu'ils arrivent à vivre leur parentalité. Arrêtons de penser que du négatif de ce médicament. Oui, il y a des défis, oui, il y a des effets secondaires, mais en fait, c'est un médicament qui est nécessaire pour beaucoup d'enfants. Et ce que je dis, c'est un médicament qui est bien dosé. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il enlève le parasite du trouble pour permettre à l'enfant de développer son potentiel. Ce n'est pas pour le doper, parce que certains disent ça. Non, c'est pour que ce qu'il a en lui, il puisse l'exprimer
parce qu'il arrive à rester tranquille sur sa chaise, parce qu'il arrive à se concentrer, parce qu'il arrive à mieux gérer ses émotions. Ça fait une différence énorme. Voilà, donc c'est valable pour les enfants, pour les adultes. Et mon papa, quand mon enfant, mon garçon, il était tout petit, que c'était compliqué, puis que j'essayais de dire que c'était compliqué, mon papa, il voulait rien savoir. C'était un peu voilà. Ma maman, en cachette, elle me disait, tu sais, si j'imagine papa enfant, je pense qu'il était un peu comme Michael. Puis au fur et à mesure des années, alors nous, en tant que parents, ça nous a pris du temps pour oser faire le diagnostic. Parce que je peux vous dire, en tant que parents, de mettre cette étiquette de TDAH sur notre enfant, il n'y a personne qui le veut. D'oser faire ce pas, ça a un coût. Puis après, il y a le pas suivant, d'oser la médication. C'est un coût pour tous les parents. Personne ne le fait à la légère. Alors on a fait notre chemin, puis mon papa, petit à petit, il commençait à nous dire « Ah ouais, mais tu sais, mais j'oubliais tout le temps mes livres, et puis j'ai pas pu aller à l'université. » Et puis on a vu que voilà, il faisait tout un chemin. Et j'ose vous en parler parce que lui, on parle ouvertement. Et à 69 ans, il a été voir un psychiatre qui lui a diagnostiqué sans surprise un TDAH. Et il a commencé à prendre de la Ritaline. Et là, j'ai découvert mon papa comme je ne l'avais pas vu jusque-là. Dans notre relation, il y a des choses qui ont pu être dites, qui ont pu être vécues, qui n'avaient pas pu être possibles jusque-là. Ça ne résout pas tout, ce n'est pas une pilule miracle, mais c'est de dire qu'à mon sens, il n'y a pas d'âge pour faire un diagnostic. Et notamment parce qu'en fait, les relations, c'est tellement précieux. Et que souvent, quand il y a du TDAH, ça vient pourrir les relations familiales à tous les niveaux. Et quand on peut mettre des mots, et quand on peut trouver des traitements, qu'on peut s'expliquer, qu'on peut s'excuser, même à 70 ans, une famille réconciliée, est-ce que ça vaut la peine ? Moi, je trouve que oui. Il faut que j'avance. Ah voilà, ça c'est justement mon papa qui disait aujourd'hui, les gens ont parfois peur de faire le diagnostic par peur de mettre des étiquettes. On l'entend tout le temps, celle-là. Mais en fait, les étiquettes, j'en ai eu dès mon enfance, mais j'aurais plutôt eu besoin d'un diagnostic. Je trouvais ça tellement fort. Parce qu'en vrai, la peur des étiquettes, ça revient tout le temps. Mais un enfant qui a un TDAH, je vous assure, des étiquettes, il en a déjà plein. Elles sont de toute façon là. Les étiquettes, c'est ce qu'on fait du diagnostic, ou c'est ce qu'on fait du non-diagnostic. C'est notre regard, c'est à nous de le travailler. Un diagnostic, ce n'est pas une étiquette, c'est un diagnostic. Voilà, et puis, on parle souvent, quand on parle du TDAH, alors de l'hyperactivité ou bien du fait qu'on n'arrive pas à se concentrer. Et ces dernières années, il y a un point qui est revenu de plus en plus fort et qui concerne aussi beaucoup les femmes. C'est ce qu'on appelle la dysrégulation émotionnelle. Alors, c'est lié aussi à l'impulsivité, il y a différents facteurs qui jouent, mais cette difficulté à réguler les émotions, on la voit constamment. Et voilà, toutes les familles sont touchées par ça, les familles qui ont le TDAH, et c'est important de pouvoir le dire aussi. Ce n'est pas que la concentration, ce n'est pas que l'hyperactivité, mais il y a aussi le fait que comment je vais gérer les émotions, comment je vais gérer ce qui vient vers moi, l'intensité que je vais y donner, comment je vais l'analyser, tout ça c'est perturbé. Et donc, ça fait partie. Et chez les filles, des fois, ça va moins se manifester par l'hyperactivité, mais plus par des grosses crises, si je résume. Et ça peut, je ne dis pas que c'est ça peut aussi être un symptôme du TDAH. Une bonne nouvelle, c'est que le sport, et c'est scientifiquement prouvé, le sport réduit les symptômes du TDAH. Toute personne avec un TDAH doit faire du sport. Point. Et moi, j'ai dû me secouer aussi, mais ça fait une grande différence. Et là, je vois, par exemple, un de nos enfants, il fait du tennis, et là, on l'a inscrit en compétition, non pas parce que c'est un Federer, je ne vois pas qu'il a un talent particulier, mais par contre, ce que je vois, c'est que quand il joue plusieurs fois du tennis dans sa semaine, eh ben, il est juste autre. Il y a un truc qui se passe, je ne peux pas l'expliquer, mais ça valide ce que je lis scientifiquement, ça joue sur ses symptômes. Donc, sport. Et ce qui est intéressant
avec le fait que les enfants fassent du sport, c'est que, en tout cas jusqu'à un certain point, le sport, c'est censé être un environnement plutôt sain. Parce que quand on fait du sport, déjà on bouge, tout le long qu'on fait du sport, on n'est pas sur les écrans, on prend conscience de notre corps, on cherche à en prendre soin, peut-être que ça va nous aider avec l'alimentation. On sait qu'une personne qui a un TDAH a 2 fois plus de risques de développer des troubles, des conduites addictives ou dangereuses à l'adolescence. C'est une réalité. Donc pour moi, le sport, non seulement il réduit les symptômes du TDAH, mais à mon avis, il a aussi un rôle de prévention qui peut être précieux avec l'environnement. Si tu es copain avec d'autres sportifs, que tu te motives à aller faire du sport, ben c'est peut-être mieux que si tu es copain avec des gens qui vont avoir des mauvaises idées. Alors je ne dis pas qu'au sport on n'a pas des mauvaises idées, mais voilà, j'ose espérer qu'il y a un rôle aussi de prévention par rapport aux risques des conduites addictives qui sont réelles et décrites dans le TDAH. Et puis, le dernier point, je pense, ouais, oui. Voilà, il y a une dame en France que j'apprécie pas tellement, pourtant elle dit des choses bien, mais qui fait beaucoup de mal aux familles qui ont un TDAH, c'est Caroline Goldman, qui dit que justement le TDAH n'existe pas et que notamment c'est un problème des parents qui ne mettent pas les limites. Alors, non, ça ne cause pas un TDAH. Comme je vais le dire tout à l'heure, les écrans ne causent pas un TDAH. Un trop-plein de sucre ne cause pas un TDAH. Par contre, des parents qui, face à un enfant qui bouge tout le temps, qui ne reste pas assis, qui n'arrive pas à comprendre le mot non, qui fait des crises matin et soir, ces parents, ils sont comment? Ils sont épuisés. Un parent épuisé a de la peine à mettre un cadre. Pourquoi? Parce qu'il est épuisé, parce qu'il n'en peut plus et parce qu'il cherche à éviter les crises. Et un parent épuisé, il aura de la peine à être consistant et cohérent tout du long. Donc c'est sûr que ça peut arriver qu'une famille avec un enfant avec un TDAH, on pourrait se dire les règles, ça ne joue pas trop. Mais ce n'est pas la cause, c'est peut-être la conséquence. Et c'est peut-être que ces parents, ils auraient besoin qu'on leur prenne leur enfant un petit moment, qu'on leur propose un repas. Et c'est là qu'on a besoin les uns des autres. Vous savez, moi j'ai eu plusieurs fois dans mon bureau des parents, même des chrétiens, qui m'ont dit « on hésite à mettre notre enfant en internat ». Tant qu'on n'a pas vécu ce que c'est la réalité d'avoir un enfant avec une grosse hyperactivité, on ne sait pas. C'est épuisant. Mais ils sont choux, ces enfants, il faut pas mal me comprendre. Mais la réalité fait que c'est rude. On a besoin les uns des autres. Et s'il vous plaît, même si un parent il a de la peine à mettre des limites, ne vous dites pas c'est la faute du parent. Il n'a pas besoin de ça, il le pense de toute façon. Je suis sûre que c'est ça qui se dit au fond de lui. Par contre, de lui faire leur passage, de lui apporter un repas, de lui écrire une carte. Mais ça peut être d'une puissance extraordinaire. Et puis pareil chez les enfants. Parce que les enfants, vu qu'a priori les comportements attendus sont compliqués pour eux, si vous réfléchissez à un enfant bougillon, qu'est-ce qu'il entend du matin au soir? On se met dans la peau de cet enfant pour une seconde. Quelles sont les paroles qu'il va entendre? Aidez-moi. Arrête. Tiens-toi tranquille. Quoi d'autre? Calme-toi. Tais-toi. Respire. Alors vous êtes gentil et poli. Quand est-ce que tu comprendras? C'est toujours la même chose avec toi. T'es insupportable. J'en peux plus. Mais tu comprends rien. Regarde ta sœur, elle fait bien. Soyons honnêtes, c'est ça qu'ils entendent. Et puis peut-être encore plus à l'école ou même dans nos familles. Donc ces enfants, ils vivent avec des remarques du matin au soir. La réalité, c'est ça pour beaucoup. Et puis, comme en fait, c'est sur des comportements que nous, on estime normal par rapport au développement qu'ils n'y arrivent pas, à un moment donné, on lui dit « mais comment ça se fait que tu n'y arrives pas? Tu es intelligent pourtant, tu devrais y arriver, mais allez, fais un effort ».
Mais en vrai, l'enfant, ce que nous, on ne voit pas, et ça c'est la difficulté de ces troubles qui sont invisibles, c'est qu'en fait, l'enfant, il fait déjà un monstre effort. Puis nous, on lui dit, bon, mais tu pourrais faire un effort quand même. Maintenant, on se remet dans notre place d'adulte. On est au boulot, et puis on est en train de se donner beaucoup de peine pour rédiger une lettre commerciale, quelque chose. Le patron arrive, il dit, mais c'est quoi cette lettre, t'aurais pu faire un effort. Comment on se sent ? Alors l'enfant, il vit ça tous les jours. Puis lui, il n'a pas le recul d'adulte où on a appris à analyser, à prendre la distance, à mettre en place toutes sortes de mécanismes de défense. L'enfant, il est émotionnel. Jusqu'à 6 ans, c'est que les émotions. Donc ça lui arrive comme ça. Donc c'est pas étonnant qu'à un moment donné, l'enfant, il arrête de faire des efforts. Puis nous, on ferait pareil à sa place. Parce que quand on fait des efforts, à un moment donné, quand ça ne paye pas, on arrête. Ces enfants, ils ont besoin qu'on mette des mots dans nos bouches pour leur dire « j'ai vu ton effort, j'ai vu que tu essayes, j'ai vu là, tu es resté assis 5 minutes ». Il s'est levé après, on ne le dit pas. « Ah oui, tu as joué 5 minutes avec ta sœur ». Après, ils se sont engueulés, mais ça, on ne le dit pas. C'est ça que je travaille avec les parents. C'est comment aller ramener du positif. Parce que souvent, en fait, ce que nous, on attend, c'est la totalité de la tâche. Puis c'est ça qu'on aimerait. Mais des fois, l'enfant, il n'est pas capable. Mais il est peut-être capable de faire ce bout-là, déjà. Alors, ce qu'on doit faire en tant que parent, c'est aller valider déjà ce bout-là pour le remettre en situation de succès. Et ça va lui redonner de l'énergie. Puis après, il pourra faire encore un petit bout. Mais ce n'est pas facile, hein. Alors c'est pour ça que j'ai créé des cartes qui seront en vente à la sortie, que vous pourrez vous procurer si vous voulez, parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai très à cœur, de pouvoir contribuer à dire des choses positives aux parents. J'allais dire aux enfants, mais j'allais venir aux parents aussi, aux enfants, parce que c'est des enfants, souvent leur estime d'eux-mêmes, elle est dans les chaussettes. Alors j'ai fait des jolies cartes qui sont un petit peu comme un trésor. Et puis quand vous les achetez, vous recevez une feuille recto verso avec plein d'adjectifs qualitatifs. Parce que ce qui se passe des fois, et moi j'ai vécu ça en tant que maman, à un moment donné c'était tellement compliqué avec mon fils que je voyais mais que du négatif. Je n'en pouvais plus. Je voyais plus rien de positif, j'étais dedans. Et donc j'aurais eu besoin de cette feuille pour prendre un peu de distance et puis revoir le positif, pour me nourrir du positif et le donner à mon enfant. Donc si c'est quelque chose qui vous tient à cœur de pouvoir offrir cette carte à un enfant ou à une maman ou à un papa ou à une grand-maman qui en aurait tellement besoin parce que c'est dur, alors je vous encourage d'aller en acheter une pour justement en faire un cadeau qui va aider une personne là où elle en est aujourd'hui. Alors, je vais y passer ça, mais oui, le sommeil, le TDAH peut affecter le sommeil de la personne. Et avant de commencer un traitement de Ritaline, on commence par la base, de quoi on mange et comment on dort. Et c'est une des choses très importantes, c'est de vérifier qu'une personne dort bien. C'est valable pour tout le monde, mais encore plus quand on a un TDAH. Ça ne cause pas un TDAH trop d'écran, mais c'est comme le sucre, ça a un impact. Et pour moi, j'ai l'impression qu'une des raisons pourquoi on dit qu'il y a tellement de TDAH actuellement, à part le fait qu'on en parle et qu'on les diagnostique alors qu'on ne le faisait pas, c'est qu'on vit actuellement dans un environnement qui ne favorise pas les symptômes du TDAH. Mon papa, il est fils d'agriculteur. Quand il sortait de l'école, il était dehors. Et être dehors aide aussi pour les symptômes du TDAH. Il avait du temps libre, il bougeait. Et ça aide. Nos enfants aujourd'hui, ils sont stressés du matin au soir. Ils ont l'école, le parascolaire, les activités, ils rentrent, ils ont les devoirs. C'est hyper stressant. Entre-temps, un peu d'écran, puis un souper vite fait parce qu'on travaille. Je suis dedans aussi, j'accuse personne. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui peuvent favoriser l'émergence des symptômes. Vous comprenez ? Mais ce n'est pas la cause. Voilà, donc ça, j'en ai parlé. Ça, je vais sauter. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est un petit encart spirituel. Parce que ma famille et moi, nous sommes croyants. Nous croyons en Dieu. Dans la Bible, Dieu, il est présenté comme un Dieu bon,
qui veut le meilleur pour ses enfants. Il y a un psaume qui est très connu, le psaume 139, qui dit que Dieu nous a tissés parfaitement dans le ventre de nos parents. Alors, si je crois en Dieu, je crois en sa parole. Maintenant, mes fils, du coup, sont nés, moi aussi, avec un trouble de l'attention. Mais Dieu, il dit que je suis tissée parfaitement par lui. Alors, il s'est trompé, Dieu. Et ça, c'est valable pour toutes sortes de handicaps. Un de mes enfants est né aussi avec un rein défectueux à la naissance, donc il a gagné un abonnement annuel pour le CHUV. Mais Dieu l'a tissé parfaitement. Comment est-ce que je comprends ça ? En sachant que Dieu est bon. Je ne le comprends pas. En vrai. Je ne sais pas. Mais il y a une histoire qui m'a énormément aidée dans ma cogitation spirituelle suite à notre vécu de famille. Dans l'évangile de Jean, chapitre 9, il y a un aveugle qui est au bord de la route. Et Jésus passe avec ses disciples. Et les disciples, ils disent à Jésus, ils voient l'aveugle, et c'est précisé que c'est un aveugle de naissance. Et les disciples, ils disent à Jésus, pourquoi il est aveugle ? C'est lui qui a péché ou c'est ses parents ? Puis on est pareil, nous. Dès qu'il y a un truc, on dit, elle est où la faute ? Et Jésus, qu'est-ce qu'il répond ? Jésus, il répond, ce n'est pas que ses parents aient péché, ni que lui ait péché, mais pour que je sois glorifié. Et ça m'a transformée. Parce que c'est ce qui m'a permis de lâcher. Je ne comprends pas. Comme pourquoi il était aveugle, on ne sait pas. Dieu est Dieu, Dieu reste Dieu. Par contre, si dans la difficulté que je vis, j'invite Dieu, et je dis, je ne comprends pas, mais toi viens et glorifie-toi et fais ton œuvre, alors là, ce ne sera pas en vain. Je dois accepter que je n'ai pas les réponses. Quelqu'un me disait récemment, mais tu as la foi, ça doit t'aider avec cette famille. Puis j'ai dit, oui et non. Parce que ça me pose plein de questions, en fait. On voudrait bien voir Dieu bon qui se manifeste dans les familles. Des fois, on ne comprend pas. On doit vivre avec ce mystère. Dieu reste Dieu et nous, on veut continuer d'avoir la foi. On veut croire en lui et qu'il peut faire quelque chose. Et la solution que j'ai trouvée, moi, dans cette lecture et que je voulais vous laisser ce matin, c'est, alors, je ne sais pas, mais Dieu, moi, je vais t'inviter. Toi, tu viens et tu fais ton œuvre, où que j'en sois, que ce soit qu'il me manque un rein, que j'ai un trouble d'attention, que j'ai quoi que ce soit, je t'invite. Fais ton œuvre. Et ça, j'en suis convaincue. Quand on invite Dieu dans nos réalités, quelles qu'elles soient, je suis sûre qu'il y a quelque chose qui va se passer. Même si ce n'est pas tout de suite à la seconde. Alors, je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté avec beaucoup d'attention. Et si jamais, je serai à votre disposition pour toute question. Et puis, merci de faire honneur à mes cartes et à mon livre à la sortie. Alors j'ai non seulement pris ma tablette, mais j'ai pris aussi mon téléphone. Parce que ce matin, en venant avec mon mari, j'ai exactement écrit un petit mot semblable à ce que tu viens de dire, Karine, à une amie. Parce que tout d'un coup, j'ai eu la conviction que les difficultés qu'elle vivait, les difficultés qu'elle vit, qu'elle a réalisées ces derniers temps, qu'elle a vécues dans son enfance, allaient être une force pour d'autres dans les jours à venir. Et je repensais à ce verset aussi. D'habitude, je ne parle jamais de ça, mais voilà, j'ai l'impression que je dois le faire. Quand Dieu dit à Josué, mais va avec la force que tu as, j'avais vraiment l'impression ce matin que ce n'est pas seulement cette force physique ou mentale que Josué avait, mais que c'était toute l'expérience de sa vie qu'il avait. Et ce qu'on vit parfois dans nos vies, des choses faciles, des choses difficiles, qu'on a vécues peut-être depuis dans notre enfance, nous servent plus tard. Parce qu'on comprend quelque chose, on a vécu cela, on a vécu ces expériences, et souvent c'est une aide pour beaucoup. J'ai toujours pensé que les difficultés amenaient beaucoup plus de vie que les choses qui vont très très facilement.
Karine, je te remercie beaucoup parce que non seulement tu nous as parlé avec ton cœur, tu as été transparente pour nous ce matin, mais tes propos aussi que nous avons entendus vont susciter chez beaucoup d'entre nous une réflexion au sujet des défis que vivent actuellement les familles. Et tu nous as appris également, par ton expérience professionnelle et personnelle, ce qu'est le TDAH. J'aimerais vraiment te remercier de tout ce que tu nous as partagé ce matin. Merci beaucoup. Et pour continuer à parler de ce thème autour des tables, parce que c'est aussi notre façon de faire, Karine nous a proposé 3 questions que vos hôtesses tiennent à votre disposition. Si je devais choisir un aspect de la conférence pour le mettre en pratique dans ma vie aujourd'hui, quel serait-il ? Quelle personne de mon entourage a besoin d'être encouragée et comment est-ce que je peux l'encourager ? Et qu'est-ce qui a changé dans ma compréhension du TDAH ? Et avant que nous échangions autour des tables, j'aimerais encore remercier la Rosée de Cossonay qui est là dans le couloir. Et les responsables ont à votre disposition ce matin plusieurs livres en relation avec la thématique de cette conférence et également des Bibles de différentes versions. Et comme toujours, le stand est magnifique. Et vous signalez encore notre prochain petit déjeuner, le 26 novembre, et ce sera Julie Roth qui viendra nous donner son témoignage entrecoupé de chansons qu'elle a elle-même composées. C'est une toute jeune femme et nous nous réjouissons aussi de l'entendre. Je vous souhaite vraiment de bons échanges autour des tables et un bon retour chez vous.